Un fan du PPCAI allume le RHDP de Alassane Dramane Ouattara. Regardez la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia. Je m'appelle Sam Edris Samaké. Je suis ivoirien. Je suis né haïtien. Je suis musulman. Je suis africaniste convaincu, comme mon baobab, le président Gbagbo. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire une excursion dans l'AES. Parce que bientôt, Inch'Allah, s'il plaît tout bon Dieu, la Côte d'Ivoire va se libérer de la dictature qui nous endeuille depuis 15 ans, plus de 15 ans. Et Inch'Allah, nous allons adhérer à l'AES. Nous serons, je pense, le 4e pays de l'AES. Et il le faut. Et c'est pourquoi je vais faire aujourd'hui une conférence qui sera un peu axée sur les pays de l'AEF. Pour que les jeunes comprennent, pour que les jeunes Ivoiriens comprennent que quand nous parlons de l'AES, ce n'est pas seulement une vie de l'esprit. C'est une réalité encore plus profonde. La Côte d'Ivoire s'est enrichie grâce au pays de l'AES. Et je vais vous dire. À l'indépendance, et au moins avant l'indépendance, l'actuel Burkina Faso et la Côte d'Ivoire formaient le même pays, un seul pays. Il y avait la Haute-Volta et la Basse-Volta. Et la Côte d'Ivoire actuelle, il faut regarder le nom, mais c'était la Basse-Volta. Ouessem Coulibaly, qui est un grand politicien voltaïque dans le temps, des Bobo du Lasso, a rencontré Oufoué et a beaucoup supporté Oufoué. Ouessem Coulibaly. Rappelez-vous ce nom. Et il y avait aussi le Mali. Et il y avait le Niger. Mais nous allons commencer aujourd'hui par la Haute-Volta, qui est devenue le Burkina Faso. Le premier président de la Haute-Volta, Maurice Yameogo, est un ami sincère de Félix Houphouët-Boigny. Et la Côte d'Ivoire a été occupée presque par les ressortissants de la Haute-Volta dans le temps, dans les champs, en Basse-Côte. Et la Basse-Côte, c'était depuis Boaké jusqu'à descendre jusqu'à la frontière du Ghana. Et les Burkinabés qui étaient appelés dans le temps de voltaïques étaient travaillés dans les champs, principalement dans les champs. Et c'est eux qui sont à la base du miracle ivoirien quand on parle de travaux champêtres. Quand on parle du café cacao, ces gens nous ont beaucoup aidés. Et ensuite, il y avait les Maliens. Beaucoup de Maliens sont venus. La majorité était commerçante, mais il y avait une petite minorité qui travaillait aussi dans les champs, qui ont possédé des champs, et qui sont même devenus plus que des Ivoiriens. Je parle de Ladi Sidibé Adaloa, que tout le monde connaît, qui était un ami personnel de Félix Houphouët-Boigny. Et là sont les Ivoiriens qui savent que Sungalo de Boaké, le premier de Boaké, Sungalo, mais il est burkinabé normalement, il est de la Haute-Volta. Donc c'était à peu près le même pays. Donc, Houphouët a bénéficié de la compréhension, une grande compréhension du président de Gaulle, qui aimait beaucoup Houphouët, qui l'a même qualifié de génie politique. Et il a laissé une grande ouverture à Houphouët pour développer son pays. Par rapport, pour que les gens puissent accuser Sékou Touré, qui a pris son indépendance en 58, avec le nom. Donc, De Gaulle, dans l'Afrique de l'Ouest, c'était la Côte d'Ivoire, De Gaulle avait beaucoup misé, pour que Houphouët ait les mains libres. Et Houphouët aussi en a profité de l'aura qu'il avait auprès du président De Gaulle, pour vraiment construire son pays. Non, le développement de la Côte d'Ivoire vient de là, en fait. Parce qu'il faut avoir les mains libres par rapport aux autres présidents, où il y a eu des coups d'État. Parce que la Côte d'Ivoire était entourée des pays, finalement, où il y a eu plein de... Ils ont tous cela, on a eu des coups d'État. D'abord, le Burkina, qui était la Haute-Volta, dont je veux parler en premier, Maurice Yameogo était très lié à Houphouët-Boigny. Après l'an 5, quand il y a eu le conflit entre Sékou Touré et Senghor et Houphouët, parce que Sékou Touré était de son côté, et Sékou Touré s'attaquait à Senghor et à Houphouët, parce que Senghor aussi a eu les mains libres pour développer le Sénégal. Donc, Sékou Touré s'attaquait à ces deux présidents. Et c'était de bonnes guerres. Donc, nous étions dans cet état d'esprit, et la Haute-Volta, bon, se développait à son rythme, mais Houphouët était le chef incontesté de l'Afrique de l'Ouest. Tous les présidents de l'Afrique de l'Ouest devaient venir en Côte d'Ivoire pour tous les meetings. C'était rare qu'Houphouët se déplace. Et il y a eu un premier coup d'État, mais à la suite d'un soulèvement populaire. Donc en fait, il n'y a pas eu de coup d'État en Haute-Volta, coup d'État en tant que tel, non. Il y a eu un soulèvement populaire de la population, des travailleurs voltaïques, qui ne voulaient plus de Maurice Yameogo. Et qui sont allés demander à l'ami Zana de prendre le pouvoir. Le peuple allait trouver l'armée dans les casernes, l'ami Zana, de prendre le pouvoir. L'ami Zana avait refusé. Donc il faisait la navette entre la présidence et les émeutiers. Et c'est ainsi que de guerre lasse, il s'est résolu. Vraiment, c'était pas un gars qui voulait, non, pas du tout. Il était dans l'armée coloniale, non, il n'était pas du tout préparé pour prendre le pouvoir. Et c'est ainsi qu'il a été obligé de prendre le pouvoir en Haute-Volta en 66. Et quand il a pris le pouvoir, Maurice Yameogo, qui dans un premier temps était libre de ses mouvements, et après, bon, en Afrique c'est comme ça, donc la mise en a pris peur et il a mis Maurice Yameogo en prison. Et c'est ainsi que le premier coup d'État de la Haute-Volta, bon, coup d'État ou soulèvement populaire, a eu lieu en 66. Et en ce moment, tous les biens consommés au Burkina, en Haute-Volta, bon, c'est un peu difficile maintenant, en Haute-Volta venaient de notre port, du port d'Abidjan. Et Houphouët a été très intelligent. Et quand il a construit le port, il a tout fait pour mettre du goudron d'Abidjan jusqu'à Boaké et après Boaké, et il s'est arrangé à allonger le goudron qui passait par
je crois, Korogo, mais, ce que les gens ne savent pas aujourd'hui, les jeunes générations ne savent pas, il y avait un chemin de fer qui était Abidjan, Niger, mais qui s'arrêtait à Ouaga. En fait, le prolongement du chemin de fer devait quitter Abidjan jusqu'au Niger, jusqu'à Niamey, mais ils se sont arrêtés à Ouaga. Et le prolongement devait être fait après les indépendances, ce qui n'a pas été fait. Moi, j'ai voyagé là-dessus. Il y avait même des wagons présidentiels que Mamadou Koulibaly, président du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire, prenait le plus souvent pour attirer à Korogo ou à Ferké. Et de là, emprunter maintenant ses voitures pour aller au dîner. C'était le trajet le plus facile pour lui, le plus sûr, qui est de quitter Abidjan par la route, passer par Man, Touba et au dîner. C'était plus pratique pour lui. Et ensuite, tous les biens, comme je vous l'ai dit, qui étaient utilisés en Haute-Volta, venaient de la Côte d'Ivoire. En fait, l'immense nourriture, les habillements, tout ce que la Haute-Volta avait besoin, venait pratiquement du port de Côte d'Ivoire. Donc cela a beaucoup enrichi les Ivoiriens. Jusqu'au coup d'état de Césarbo, je crois en 81. Et après le coup d'état de Césarbo, il y a eu Jean-Baptiste Ouedraogo, il y a eu ensuite le fameux Sankara, est venu après en 83. Mais ce que je vous fais comprendre, c'est l'importance de la Côte d'Ivoire dans la sous-région. Et les liens qui nous unissent à l'AES actuel. Donc voilà, rapidement, le Burkina Faso, la Haute-Volta qui est devenue le Burkina Faso, dont la Côte d'Ivoire fournissait presque tout. Le Mali, de même, Modibo Keïta, était socialiste. Donc il était plus lié à Sékou Touré. Et en ce moment, tout ce que le Mali utilisait venait du port de Conakry. La majeure partie. Une minorité de ces fêtes transitaient par Abidjan, pas beaucoup. Du point de vue de l'idéologie. Puisque Modibo était socialiste comme Sékou Touré. Donc par affinité, la Côte d'Ivoire n'a bénéficié pas beaucoup. Jusqu'au coup d'état de Moussa Traoré et de ses compagnons en 68. Et quand il y a eu le coup d'état, pourquoi nous avons pensé que c'était un coup d'état ourdi par la France? Parce que dès que le coup d'état a été consommé, quelques temps après, le Mali a rejoint l'UEMOA. Le Mali avait sa propre monnaie, le franc malien. Et 5 francs CFA, je crois, équivalait à 2 francs ou à 10 francs maliens, je ne sais plus. Mais le franc CFA était plus lourd que le franc malien, et plus lourd que le franc guinéen, et le cedi ghanéen à côté. Donc ainsi, le Mali est rentré dans le giron de la France encore. Et quand cela s'est passé encore, Oufoué a utilisé encore le port d'Abidjan pour assécher le port de Conakry. Et les marchandises maliennes, l'immense majorité de ce que les Maliens devaient consommer, devaient passer par deux ports, soit Abidjan, soit Dakar, mais c'est Abidjan qui était le port le plus indiqué, le plus facile, à cause des infrastructures routières. Oufoué a eu cette intelligence de construire des routes. Donc, voilà le Mali qui est rentré dans le jeu de Houphouët-Boigny. Et quand le Mali est rentré, Moussa Traoré et, comment dirais-je, le président de la Haute-Volta, la mise en main, tous les deux étaient sous la protection du président Houphouët-Boigny. Il restait maintenant le Niger, avec Amadou Diori. Le Niger avait un port, mais qui passait pas par Abidjan. C'était loin. Mais il faut s'est arrangé de telle sorte que lui et Amadou Diori, ils avaient des affinités occidentales. Et vu cette possibilité, De Gaulle a conseillé à Amadou Diori de se rapprocher de Houphouët, ce qu'il fait. Et donc, Amadou Diori était, bon, je peux dire, un disciple aussi de Houphouët-Boigny. Donc, ainsi, les marchandises à destination de Niamey, tout cela passait aussi par la Côte d'Ivoire. Donc, les trois pays de l'AES, la Haute-Volta, le Mali et le Niger, faisaient transiter presque l'immense majorité de leurs fêtes par Abidjan. Ce qui a énormément enrichi la Côte d'Ivoire, je vous le dis. Et il faut continuer à construire des infrastructures. C'est ainsi qu'il lui fut venu l'idée de faire le port de San Pedro. Voilà pourquoi le port de San Pedro a été créé pour raccourcir le chemin parcouru par les transporteurs maliens, voltaïques et nigériens. Donc le port de San Pedro a été créé à cette fin. Et voilà, nous étions dans cette configuration jusqu'à ce qu'en 1974, à la suite de la famine au Niger, Sékou Touré va descendre, va faire tomber Amadou Diori. Et Amadou Diori, je crois, il a même perdu sa femme dans le coup d'état en 1974. Et j'ai une anecdote à vous dire. Sékou Touré, un jour, il était capitaine. Et il était en circulation. Et il avait fait un faux... Enfin, je crois qu'il avait fait tomber un cycliste ou un motocycliste. Et bon, voilà, il a profité de son statut de chef militaire pour faire passer la pilule. Et il y avait un journaliste qui était là, grand journaliste de Niger dans le temps, qui s'appelait Idé Oumarou, qui est devenu secrétaire général de l'unité de l'organisation de l'OUA. Et Idé Oumarou a assisté à ça. Et Idé Oumarou est allé mettre ça dans ses journaux. Et Sékou Touré avait irruption dans le journal pour le menacer. Et Idé Oumarou a tenu, il a dit non. Je vais faire publier parce que vous avez profité de votre statut. Et Sékou Touré, en sortant, lui a dit, regardez-moi, vous entendrez bientôt parler de moi. Effectivement, quelques mois après, je crois, il a fait son coup d'état. Et quand il a fait le coup d'état, vous savez ce qu'il a fait? Vous savez, souvent, il y a des problèmes qui rapprochent les gens.
Et il s'est rappelé du Umaru pour dire, tiens, maintenant que je suis chef d'État, je n'ai pas droit à l'erreur. Je dois m'entourer des gens honnêtes, intègres. Et il a pensé à Guido Umaru, qu'il a rappelé auprès de lui pour le nommer directeur de cabinet, chef de cabinet, directeur de cabinet, chef de cabinet. Et ainsi, suite la station de Guido Umaru. Et même, ce que je vais vous dire, après cet accident-là, et quand il est devenu président, il est devenu très intègre. Il était tout droit. Ah oui, c'est un côté qui était très droit pour le Niger. Et tout le monde le reconnaît au Niger, jusqu'à sa disparition. Donc voilà les 3 pays de l'AES que la Côte d'Ivoire a profité par le touchement du port d'Abidjan. Jusqu'à l'avènement du président Alassane Dramane Ouattara. Ces 3 pays faisaient transiter presque toutes leurs marchandises par le port d'Abidjan. Et Alassane est venu arrêter tout ça. Oufoué était un visionnaire. C'est nous qui vendions du moins l'électricité au Mali et au Burkina. Mais Alassane a fait aujourd'hui que tout ça, c'est pas la peine. Le Mali n'a plus besoin de l'énergie ivoirienne. Le Burkina est en train de construire des centrales. Et aujourd'hui, l'Ivoirien est obligé de payer très cher l'électricité, ce qui n'est pas normal. Je le dis pour la jeunesse, pour que vous compreniez, nos enfants, nos petits-enfants. C'est ça Alassane. Et c'est sur Alassane qu'aujourd'hui, c'est seulement nous voulons qu'il parte. Il nous a fait trop de torts. Il nous a fait trop de malheurs. Et aujourd'hui, Alassane ne peut pas voir les pays de l'AES. Alassane est contre eux par le touchement de la France pour servir le minable Macron. Et aujourd'hui, Alassane est en train de faire souffrir tous ces pays. Et vous trouvez ça normal? Je ne trouve pas ça normal. Moi, personnellement, je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal. Alassane doit être reconnaissant au Mali. Quand ça n'allait pas, Alassane envoyé ses parents, sa propre mère au Mali, son propre frère, ses soeurs, tous étaient au Mali. Et tous ont bénéficié de la largesse du site des Maliens. Et aujourd'hui, c'est ces pays-là que nous devons combattre pour rien. Parce que nous devons faire plaisir à la France. Je dis non. Là, je dis non. Donc voilà, présenté d'une manière très brève la Haute-Volta futur Burkina, le Mali et le Niger, dont les présidents étaient des amis intimes. Tous les présidents qui sont étaient des présidents intimes, à des degrés, pas à Sankara, mais des présidents très intimes à Houphouët-Boigny et à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, Alassane est venu nous séparer de tous ces pays. Alassane a mis des problèmes entre nous et tous ces pays aujourd'hui. Il y a combien de camions maliens, burkinabés et nigériens que vous voyez passer? Presque rien. Houphouët était très intelligent dans sa politique. La raffinerie d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Nous n'étions pas producteurs de pétrole, mais nous avions une raffinerie. Et je me demandais souvent pourquoi une raffinerie en Côte d'Ivoire. Et nous raffinons le pétrole qui venait d'où? Du Nigeria. Vous voyez les Blancs. Vous voyez comment les Blancs sont. Au lieu de construire une usine de raffinerie en Côte d'Ivoire et d'aller prendre les trucs en bateau au Nigeria, venir les raffiner en Côte d'Ivoire, les vendre plus cher, pourquoi ne pas construire des raffineries au Mali? Sans cela, qu'aujourd'hui, les Ivoiriens doivent ouvrir les yeux. Au Niger aujourd'hui, ils ont une raffinerie pour raffiner le pétrole nigérien. Le Mali vient de construire une grande usine de lithium. Ça ne va plus sortir brut pour la plus-value. Le Mali aussi vient de construire, est en train de construire une usine de l'or, d'extraction d'or, de raffinerie d'or, de Burkina de même, et en Côte d'Ivoire. Depuis 15 ans, on nous parle de routes. J'ai circulé en Côte d'Ivoire en 2024. Il y a eu le rattrapage, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas que les routes, il y a autre chose. Moi, ma connaissance, combien d'usines ont été inaugurées par le président Alassane Dramane Ouattara? Je n'en connais pas. Mais des usines qui ont été construites par les expatriés, ça fait légion. Les expatriés ont tout en Côte d'Ivoire, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a la préférence nationale. N'en déplaise, aucun Ivoirien ne peut prétendre avoir une usine au Liban, au Qatar, au Bahreïn, aucun. Quelle que soit ta fortune, tu ne peux pas imaginer. Même leur nationalité, tu ne peux pas l'avoir. Nous sommes traités plus que des chiens là-bas. Et c'est eux qui se sont accaparés de tout chez nous aujourd'hui. La première dame, je le rappelle ici, ces enfants ne sont pas ivoiriens. Ils peuvent acquérir cette nationalité, mais ils ne sont pas ivoiriens. Mais c'est eux aujourd'hui qui ont notre café cacao. C'est eux qui ont tout un pan de l'économie ivoirienne. C'est pas normal. Je ne trouve pas ça judicieux du tout. Et nous devons fermer les yeux pour faire plaisir à qui? Au minable Macron. Macron est minable, mais Macron a été nécessaire. Macron a été même indispensable à l'Afrique, à l'éveil de l'Afrique. Allah, je remercie Macron. Je lui suis reconnaissant pour cela. Je suis très reconnaissant au président Macron. Parce que le Sahel aujourd'hui, l'AES existe parce que Macron était minable. Si Macron avait été de la carrière des chefs d'État comme Mitterrand, comme Chirac, Pompidou, l'Afrique n'aurait jamais. Nous autres, c'est fini, je l'ai dit, nous on est des nations sacrifiées. Mais nos enfants, ils allaient les amandouer. Parce qu'aujourd'hui, c'est nos enfants. Les Brahim, les Goïtas, c'est nos enfants. Donc, Tiani, je ne connais pas son âge. Il peut être mon grand frère, il peut être mon petit frère.
Mais bien sûr, son entourage est jeune, très 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 jeune. Et vous devez comprendre ça. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Que l'Ivoirien ne mange qu'une fois par jour. C'est pas normal que l'Ivoirien dorme dans les cimetières, que l'Ivoirien ne peut plus payer sa maison. La fille de Zoumana, le comédien, elle a fait, enfin, comment dire, SOS. J'ai vu ça hier. Je veux participer ici à une cagnotte qui est lancée. C'est pas normal, c'est vrai, on leur donne 300 000. Mais ces gars-là ne doivent pas souffrir de cette manière. C'est des produits. C'est-à-dire que c'est comme le café au cacao de Côte d'Ivoire, de la culture. Ces gens-là, nous devons nous occuper d'eux. Mais regardez comment Zoumana est. C'est pitoyable. C'est pourquoi moi je suis reconnaissant envers le bon Dieu. Je dis Alhamdulillah, Alléluia. Mon aventure Dieu m'a envoyé aux États-Unis. Je l'ai dit une fois, il y a des gens qui ont. Mais les États-Unis, c'est un paradis sur terre. Hein. C'est pas le Qatar, c'est pas le Bahreïn, pas du tout. Pas du tout. C'est des pays où tu ne peux jamais acquérir la nationalité. Mais nous, ici, on a déjà on a le passeport américain tous. J'ai une assurance vie. J'ai une retraite bien méritée. Mais dans ces pays-là, c'est impossible. C'est impossible. Et qu'est-ce que nous avons de moins que les Américains? C'est le cerveau. Nous avons tout en Côte d'Ivoire. Nous avons tout en Côte d'Ivoire. Nous avons tout au Mali. Nous avons tout au Burkina. Nous avons tout au Ghana, au Togo, au Bénin. Mais nous sommes mal gérés. Parce que la France, tous les pays qui ont été colonisés par la France, si les Ivoiriens ne le savent pas, si la jeunesse ne le sait pas, il y a une programmation pour nous maintenir dans le sous-développement. Ils ont un livre grandiose comme ça là-bas de l'Élysée. Pour nous maintenir. Mais j'avais pour preuve, je vous donne cette preuve seulement. Le Niger était taxé de l'un des pays les plus pauvres du monde. Et l'uranium du Niger est exploité depuis des décennies, depuis 200 ans par la France. On dit Paris, ville de lumière. Et Niamey, ville fantôme, sombre. Il n'y a pas de lumière. Mais c'est la lumière de Paris. C'est la lumière des Français. Ça vient d'où? Ça vient du Niger. Et vous trouvez ça normal? Côte d'Ivoire. Chirac l'a dit une fois, je l'ai vu la fois dernière. Il dit, mais faites attention les Français. Faites attention. Nous achetons, c'est Chirac qui parle. Il a dit comme ça, je pense. Nous achetons 1 kilo de café, je crois à 2000, bon, dans le temps, 2000. Et avec 1 kilo de café, on fait 50 tasses de café, de noir. 50 tasses. Et une tasse est vendue à combien? Et il a dit dans le temps, je ne sais pas combien c'était. Même si une tasse est vendue à 2 francs, 2 euros, ou 1 euro. Vous vous rendez compte? 50 tasses pour 1000 francs, pour 1000 francs CFA. 50 tasses de café pour 1000 francs CFA. Mais quand est-ce que allons-nous développer? Mais qu'est-ce qu'il y avait lieu de faire? Mais des conseils des usines de café cacao. De faire toute la matière chez nous. Le Burkina, qui produit du coton. Mais vous voyez, allez-y dans les pharmacies. Ils les prennent brut. Allez les. Et puis nous revendons ça très cher encore dans les pharmacies. Mais comment nous allons nous en sortir? Et comment? Et vous trouvez ça normal? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'Alassane en fait en tant que tel. Il s'agit du fait qu'Alassane veut nous maintenir dans la pauvreté. Mes parents ont vécu dans cette pauvreté jusqu'à leur mort. Moi, ma mère n'a jamais de sa vie répondu à un téléphone, ma propre mère. Wallahi, billahi. Maman, ne sait pas ce qu'on appelle un téléphone. Mon père qui est décédé en 2001 a vu un téléphone. Nous avons fait installer un téléphone à la maison chez nous, mais il n'a pas connu les cellulaires. Vous vous rendez compte? Alhamdulillah. Ma seconde mère, qui était la rivale de ma mère, ça c'est ma seconde mère, elle l'a connu, le cellulaire, et je m'amusais souvent à l'appeler. Et souvent elle restait sa tombe. Ça nous faisait rire, mais elle a connu ça. Mon fils que je viens de déposer à Tennessee, il ne sait pas écrire. Nous on a écrit avec l'encre. Il ne sait pas si ceux qui connaissent l'encre. Mon CP2 sur 1, j'ai fait ça avec l'encre. Mais aujourd'hui, nos enfants ne savent pas écrire. Mon fils qui a 17 ans, son écriture ne vous peut pas lire. Parce que quoi, et je comprends. Il n'écrit plus avec les bics. C'est sophistiqué aujourd'hui. Ils ont connu ça. Et nous sommes un peuple de consommation. Nous pouvons fabriquer. Il y a des têtes en Afrique. Nous voulons être libres. Comme au Burkina aujourd'hui, vraiment en train de faire. Il y a l'innovation aujourd'hui au Burkina. Il y a beaucoup d'innovation aujourd'hui au Burkina. Mais la Côte d'Ivoire stagne. Ça stagne. Mais qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Chaque mois que Dieu fait, il est en France au moins 2 fois. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal, les imams, les Oginaka, les Sénoufo, les Koyaka, les Maoka? Parce que c'est de vous qu'il s'agit. Vous trouvez ça normal? Vous dites que c'est notre frère, on va le soutenir? Le soutenir pour nous maintenir dans le sous-développement? Je dis non. Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Ici aux États-Unis, posséder une voiture n'est rien. Ça ne veut rien dire. Je viens de déposer mon fils à Tennessee. C'est un jeune Ivoirien que je connais, un neveu. Lamine. Mais
Il est venu en 2000, mais il est aujourd'hui propriétaire de sa propre maison. À 3 niveaux. Je dormais dans le basement, dans son sous-sol. Il l'a aménagé avec tout. Je dormais là-bas. Mais où je vais en venir? Il a 4 voitures chez lui. 4 voitures, lui et sa femme. 4 voitures. Donc, c'est pas un luxe. Il y a encore du bois. Posséder une voiture jusqu'à aujourd'hui, c'est un luxe. Manger à sa femme, c'est un luxe. Manger à sa femme à Abidjan, c'est un luxe. Et vous trouvez ça normal? Pas du tout. Je vais vous donner quelque chose comme exemple. Ce que ton peut manger tous les jours, qu'il change ou pas, je peux manger la même chose. Et je vous le dis, ce que ton peut manger matin, moi sans Idriss Samake, je peux le manger le matin. Ce qu'il prend pour lunch, le déjeuner, je peux l'avoir. Ce qu'il prend pour le dîner, je peux l'avoir. Toutes sortes de boissons, pas alcoolisées, je peux m'en procurer. Mais la différence est quoi? La différence se trouve où? Nous n'allons pas aller dans les mêmes supermarchés. Ils ont leur marché, nous avons notre marché. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est ce qui est grave. Les Français ne nous permettent pas d'avoir ça. À Abidjan, pendant que d'autres mangent, je ne sais pas, des couches de grenouilles, mais le petit peuple ne peut que manger de la ticket au thon. Matin, midi, soir. Et encore, quand je dis matin, midi, soir, c'est une petite minorité ensuite. Donc les gens sont devenus ivrognes à cause de ça. Quand vous entendez maquis, c'est pour aller, avec les soucis des chefs de famille, aller se décharger dans les maquis. C'est pas normal, c'est pas comme ça on développe un pays. Alassane vit à l'aise. Il a un gouverneur bien gouverneur chez lui. C'est des termes que les Ivoiriens ne connaissent pas. Il a des personnes à son service depuis New York ici. Nous, c'est des choses que nous ne connaissons pas. Alassane ne mange pas ce que nous mangeons. Alassane et sa famille ne mangent pas ce que le peuple ivoirien mange. Il faut qu'on le sache, il faut qu'on le dise. Il faut que les adultes le sachent. Pendant qu'eux broutent de l'herbe. Alassane et sa famille, c'est le caviar qu'eux mangent. Ils ont des caves avec toutes sortes de boissons alcoolisées chères. Voilà Alassane Dramane Ouattara et Chaklik. Et le petit peuple. Nous sommes obligés. Attendez, moi je suis retraité. Ma pension, chaque mois que Dieu fait, je suis obligé de prendre une petite partie et de l'expédier en Côte d'Ivoire pour m'occuper de certains parents. Vous trouvez ça normal? Au XXIe siècle? Vous trouvez ça normal? Moi je ne trouve pas ça normal. Et à l'allure où vont les choses, je le dis, je le répète. Les pays de l'AES, comprenez-moi, les pays de l'AES, 5 ans, mais 10 ans maximum à l'allure où vont les choses. Les Français vont se mettre en ligne, à la queue leu pour demander le visa pour entrer dans ce pays. No question for that, I believe that. Et ça, sincèrement, à mon âge aujourd'hui, je pas logiciel, je prie Dieu, le bon Dieu, le tout puissant Dieu, de me donner de longue vie pour que je puisse assister à ça. Et cela va se passer. Même sur la Côte d'Ivoire. Pourvu que Alassane nous laisse tranquille et s'en aille. Le prochain président ivoirien va rentrer dans l'AES. Et le prochain président ivoirien va venir innover. Il va innover, il est obligé d'innover. L'Ivoirien ne veut pas que le Malien le dépasse. L'Ivoirien ne veut pas que le Burkinabé le dépasse dans le développement. Et c'est la vérité, c'est de bonne guerre. Nous n'allons pas accepter que le Niger nous dépasse. Nous jouons entre vous. Aoussa va nous dépasser. Aoussa va nous dépasser. Ivoirien? Non. Mais demain, on ne va pas accepter que les Touaregs nous dépassent. Ou bien que les Moussous nous dépassent. Mais à l'allure où vont les choses, si Alassane reste, on est foutu. Donc Alassane doit le comprendre. Pour son bien, le bien de la Côte d'Ivoire, qu'il s'en aille. Et je répète, la pédagogie. Alassane a demandé 5 ans, il a eu les 5 ans. Le président Prédier, à cause d'un pont, lui a donné le 2e mandat et dernier. Et le 3e, il a escaladé le corps de Goncle Bali pour s'y l'octroyer. Et il vient un 4e, Babo a dit non. Tidiane a dit non. Soroglom a dit non. Et moi aussi je dis non. Mon neveu, je te dis non. Alassane, mon neveu, je te fais dans les yeux, je te dis non. Dominique, parle à ton mari, trop, c'est trop. Bien Ibrahima, tu n'étais rien en Côte d'Ivoire, personne ne te connaissait en Côte d'Ivoire. On ne sait même pas ton éducation. Mais je t'en prie, parle à ton frère, trop, c'est trop. Roki a été ses soeurs, parlez à votre frère, trop, c'est trop. Massero bien Nassiri, toi et tes cousines, tes cousins, parlez à votre tonton, à votre papa. David, j'aurais pu te connaître personnellement grâce à Alain Chigo. Mais il y a un coupé de route, il y a c'est ce qui a fait que je t'ai pas connu. Je t'en prie, David, parle à ton papa. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous aimez la Côte d'Ivoire, je le sais. Je n'en doute pas du tout, vous aimez tous la Côte d'Ivoire. Tous ceux que je viens de citer aiment la Côte d'Ivoire, adorent la Côte d'Ivoire. Mais si vous aimez tant la Côte d'Ivoire, épargnez les soubresauts négatifs à ce pays. Épargnez que la Côte d'Ivoire ne retombe dans ce qui est un oubli. Nous ne voulons plus de 2010 en Côte d'Ivoire. N'en déplaise à l'imbécile, à l'idiot d'Alpha Blondy. Parce que c'est un imbécile, c'est un imbécile. C'est un idiot. Et je profite pour dire quelque chose aux Ivoiriens à propos d'Alpha Blondy.
que je viens de découvrir. Moi, j'ai la baraka. J'ai cherché la baraka de mon père, de ma mère, de mes marâtres. Et Alpha a cherché la malédiction de son pauvre père. Alpha a pris un avocat contre son père qui n'a rien dit, qui n'a rien demandé. Cela s'est passé dans les années 80. Quand nous, on était bêtes, on le suivait n'importe comment, on était idiots. Alpha a fait ça. Parce que il dit que son père ne l'a pas reconnu. Il a humilié ce Dieu. Alpha a humilié son père. Ça ne se passe pas en Afrique. Et chez nous, les musulmans, les maléqués, on dit quoi? Nala qui a quelqu'un. Ça me tombe de la bouche. Nala qui a quelqu'un, ça me dit quoi? Quand tu fais ton palabre là, il faut te ranger. Il faut pardonner. Il faut savoir pardonner. Les chrétiens disent pardonner, les bouddhistes disent pardonner, les musulmans aussi pardonnent. Mais Alpha a épousé son père, ses frères, ses demi-frères. Alpha a pris un avocat et on a trouvé ça stupide dans le temps. Mais nous le suivions quand même. Et à l'inverse d'Alpha, je vais vous raconter une anecdote. Johnny Hallyday, tous les Ivoiriens le connaissent, il est décédé maintenant, un grand chanteur français, qui est venu à la chanson à cause d'Elvis Presley. J'étais dans la vie d'Elvis Presley il y a 2 jours. Johnny Hallyday est venu à la chanson française. Il a été guitariste. Il a été l'un des plus grands chanteurs de rock, de tous les temps français. Son père ne l'a pas reconnu. Son père a fui sa maman quand il a senti qu'elle était en grossesse. Johnny le savait. Johnny l'a su. Mais quand Johnny est devenu quelqu'un comme Alpha Blondy, il a recherché son père. Il a renié. Il a mis sa maman à l'aise. Mais il a recherché son père. C'est une chose que je vous raconte. Il a pardonné à son père. Et il a arrangé son père. Et son père en avait honte. Il a disparu. Et Johnny le recherchait à tout moment. Mais où je vais en venir? Quand son père est décédé, bon disons, le terme n'est pas bon, mais il buvait beaucoup. Et quand il est décédé, Johnny est allé lui donner des funérailles dignes de son papa. Des funérailles simples. Seulement lui, la famille. Il a acheté un caveau pour son père. Et il l'a enterré dignement. Et nous savons la suite. Johnny est mort paisiblement, entouré de sa famille. Mais Alpha Blondy, il a régné son père. C'est pourquoi Alpha va mal finir. Je vous le dis aujourd'hui, Ivoirien. L'histoire est un témoignage. Je le dis aux gens. Il y a des gens qui m'écrivent, eh bien Sam, je ne savais pas que tu étais... je suis très cultivé. C'est pas on le dit. C'est le plus modeste, je dis, je suis très cultivé. Donc ça, il y a ça entre Alpha Blondy et Johnny. Et si Alpha, je ne sais pas si son père vit toujours, mais je pense que si sa maman vit, il doit pouvoir aller revoir les parents qui restent, ses demi-frères, et faire un man honorable. En Afrique, on n'humilie pas sa famille. Yeah. On dit en Djoula, il dit Lebou. Il dit la famille Lebou. Lebou, c'est l'humiliation. Alpha a humilié son père en Côte d'Ivoire devant nous dans les années 80. Et aujourd'hui, s'il ne peut pas dire la vérité à Alassane, malgré toutes ses chansons, il ressemble à Alassane comme une goutte d'eau. Parce qu'Alassane s'est toujours régné. Tout ce qu'il a dit, c'est sur les réseaux. Il a dit qu'il ne ferait pas de 4e mandat. Il a dit que lui n'est pas homme à faire 4e mandat. Il a dit qu'à son âge, il ne va pas faire ceci. Il a dit ceci, il s'est toujours régné. Alpha a chanté 4e mandat, ça finit par la guerre civile. Une ethnie qui monopolise le pouvoir, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça s'est terminé par la guerre civile. Donc Alpha égale Alassane. Ce que je voulais aujourd'hui faire comprendre à mes abonnés, à mes jeunes abonnés. Voilà. C'était Sam, Idriss Samaté. Likez. Vous ne likez pas beaucoup, je veux que vous likez. Abonnez-vous, cherchez à abonner vos parents. Encouragez-moi. Aujourd'hui, je voulais vraiment faire cette sortie pour l'AES. Et puis en profiter pour faire cette excursion sur Alpha Blondy qui nous déçoit énormément. Que Dieu nous aide. Vivement, que Gbagbo vienne au pouvoir. Vive Thiam, vive Soro. Bawab, we love you. Gbagbo Laurent, we love you. Thank you for everything you've been doing. Thank you. We are there for you, we support you. We love you, Gbagbo. Bonsoir. Salam alaikum.